Bonjour, c'est Crypto j'espère que vous allez bien en ce 26 août 2023. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour parler crypto. Comme d'habitude, on va parler BTC. On va surtout s'axer sur les nouvelles de vendredi avec l'annonce de Powell, l'augmentation des taux qui vont arriver. Je vais vous expliquer jusqu'où on peut aller, pourquoi, quelle est la zone de rupture que l'on pourra avoir, quels sont les éléments que Powell a en tête et comment il peut décider par rapport à ça, et en quoi cette récession, cette cassure économique que l'on attend tous, qui refait la une, va peut-être se dérouler ou peut-être pas, et justement l'implication de la communication par rapport à ça. Communication qui est portée par des institutionnels et des market makers. Alors c'est un terme qu'on entend très souvent, partout, et le but de cette vidéo c'est de vous expliquer pourquoi ce market making est différent des autres, et pourquoi le market making en lui-même n'est pas la phase de manipulation, n'est pas ce qui manipule le BTC. Je vous explique tout ça maintenant. On va parler BTC, on va parler institutionnel, on va parler BlackRock. Ça commence tout de suite. On débute tout de suite par un point sur les taux d'intérêt et les allégations, en tout cas le discours qu'il y a eu Powell vendredi, donc qui est vraiment un discours important dans lequel il a expliqué clairement qu'il y a eu une force en fait au niveau des modifications qu'ils ont effectuées, l'augmentation des taux a fonctionné, mais ce n'est pas suffisant. Il note que derrière le taux d'inflation est encore trop haut. Oui, il y a du lag, oui, il y a de la latence entre le moment où j'augmente les taux et le moment où ça rentre dans l'économie, mais il considère que là, on devrait déjà être potentiellement sur un taux plus bas. Alors il se pose la question de, est-ce qu'on n'aurait pas un retardement qui serait plus important que d'habitude? Est-ce que ce retardement n'aurait pas d'autres impacts? Et cette discussion-là a été très intéressante parce que ce qui est à retenir, c'est que clairement, il va réaugmenter les taux, il va y avoir deux réaugmentations, et certainement la dernière réaugmentation sera en novembre. Alors ça, c'est un petit peu ce que le marché en a retenu, et c'est très intéressant de voir un petit peu l'état général de cette inflation. Parce que globalement, il y a deux choses. Il y a l'inflation, et il y a la notion de récession. Cette notion de récession, c'est une communication et une idée qu'on revoit régulièrement. C'est revenu fin d'année 2022, ça revient fin d'année 2023. Bizarrement, hein, c'est vraiment à peu près cyclique. Hein. Cette peur de l'inflation revient systématiquement dans cette fin d'année, l'année dernière, cette année encore, et je pense que c'est vraiment un thème narratif très fort qui revient systématiquement. Pourquoi? Plusieurs choses. C'est que, on a eu un premier mois dans lequel on a eu que de la descente, et un premier mois où on a eu une petite réaccélération haussière, qui est plutôt classique, parce qu'on s'explique très bien, quand on voit ces bougies au niveau du pétrole, que oui, ça a joué un rôle assez fort en juillet sur l'augmentation des prix, mais en même temps, juillet et août sont des mois dans lesquels on consomme plus, dans lequel il y a une inflation systémique, qui est plutôt logique, que ce soit énergétique avec l'augmentation de la chaleur, que ce soit au niveau des départs, que ce soit au niveau des vacances. Globalement, ça a toujours été des périodes inflationnistes relativement fortes. Donc là-dessus, il n'y a rien à changer par rapport à ça, voire même, c'était en dessous du prévisionnel. Ici, on était sur une prévision de 3,3 et on était en dessous. Pour moi, le mois d'août va être au niveau de la prévision, peut être légèrement équivalent, voire légèrement au-dessus ou en dessous, mais ça impactera assez peu. Ce qui va être important, ça va être septembre, octobre, novembre, qui vont être des mois décisifs pour déterminer si oui ou non on arrive à se rapprocher des 2%, qui est, il l'a rappelé, vraiment l'objectif de la Fed. Viser les 2%. Est-ce que l'augmentation des taux effectifs va permettre ça? Je ne pense pas. Je ne pense pas que les deux niveaux supplémentaires, donc on arrivera à 6% au niveau de la Fed, augmenterait ça, mais la Fed a pour objectif de descendre à 2% en limitant l'impact au niveau de l'économie. Et les niveaux de l'économie, il y a deux vecteurs qui sont très importants. Le premier, ça va être ici le taux d'emploi. D'accord? Le taux d'emploi, ça sous-entend le taux de personnes qui n'ont pas d'emploi actuellement. Et on est dans des plus bas. On est clairement dans des plus bas. Ici, on voit très bien, c'est le Covid. Donc, dans cette période Covid, on a eu une accélération à plus de 14%. Et ensuite, on est redescendu dans des niveaux bas, entre 3 et 3,50. Et pareil ici, entre 3 et 3,50. Et ce sont des niveaux qu'on a connus dans les années 2000 aussi, très faible avant d'avoir l'accélération et la crise justement de .com. On voit qu'on se stabilise, alors que ça fait déjà quasiment 1 an et demi que nous sommes dans cette phase crise, d'inflation, et on va dire de peur de récession, dans lequel on a eu l'augmentation des taux, qui sont rentrés clairement dans l'économie, on va pas se le cacher, on a eu en 1 an quasiment une augmentation de 4 points, et ces 4 points ont été, enfin de 400 points, pardon, donc du coup de 4%, dans lequel ça a été très clairement intégré dans l'économie, où c'est en train d'être intégré fortement, et on ne voit absolument rien, on ne voit pas de changement, on est
toujours dans une baisse. Donc là-dessus, ça sous-entend déjà de base qu'on n'est pas dans un cycle récessionniste habituel. On ne sommes pas dans un cycle habituellement lié à de l'inflation et à de la récession. Normalement, quand c'est comme ça, on est censé avoir un PIB qui diminue pour rentrer dans une forme de récession et avoir à côté un taux d'emploi qui diminue, donc sous-entendu une augmentation du chômage. Là, ce n'est pas le cas, on a un chômage qui reste totalement effectif parce qu'à côté, on sait qu'on a des difficultés à recruter. On a des difficultés à recruter et même l'augmentation du prix des salaires, en fait, n'impacte pas l'inflation directement, parce qu'elle est totalement contrôlée. Et c'est très intéressant de voir ça, parce que ça sous-entend qu'on serait bien, de par la caractérisation réellement de cette crise, dans la mise en place d'un soft landing, parce qu'on serait dans quelque chose qui est totalement différent. Et c'est pour ça que le discours qui est lié au niveau de la Fed, cette peur de l'augmentation, cette peur de l'augmentation de l'inflation et justement la surréaction que pourrait avoir la Fed, principalement, elle n'est pas liée au taux de chômage, mais elle serait beaucoup plus liée à ceci. Ceci étant la représentation des taux, en tout cas du nombre de personnes qui demandent un prêt pour acheter une maison. Donc là, on est dans le real estate, on est dans la partie immobilière, qui est pour moi la zone vraiment importante qu'il va falloir surveiller. Actuellement, ça tient plutôt bien, malgré l'augmentation des taux. On voit très bien ici la diminution de la demande. Donc on sait qu'on va avoir à un moment donné une crise effective au niveau du real estate aux USA, ce qui est plutôt classique, qui est quelque chose qui est attendu, peut-être trop attendu, mais qui arrive à être résilient. Et cette résilience, c'est quelque chose qui est étonnant et qui étonne beaucoup de spécialistes, parce qu'on aurait vu normalement une descente beaucoup plus forte, on aurait dû se retrouver clairement dans ces zones ici, avec derrière un prix de l'immobilier qui s'effondre, et une crise qui pourrait ressembler très fortement dans les années 2008, dans lequel on a eu, je parle pas de la crise des subprimes, je parle vraiment de la crise immobilière, dans la chute effective de nombre de personnes ne pouvant plus payer les crédits, donc des ventes forcées, personne pour acheter, personne ayant la capacité d'emprunt pour pouvoir acheter, et donc derrière des prix qui s'effondrent. Là, on est dans quelque chose qui tient vraiment fort, alors qu'on est dans un verrouillage qui est en train d'être effectué au niveau de l'impression monétaire. On n'a pas d'impression monétaire au niveau de la Fed depuis quasiment depuis un an, j'abuse, on va dire 9 mois réellement avec la SVB. Si on met la SVB de côté et qu'on met la crise, c'est plus d'un an. Mais c'est intéressant de voir que l'économie américaine, en fait, est en train de s'auto-réguler, et c'est le principe même de base, quand on regarde le principe du marché libre, c'est qu'on a un marché qui s'auto-régule. Et là, on se retrouve dans cette dynamique-là. Alors, il faut faire très attention, parce que c'est comme tout, on est à chaque fois sur un fil. D'accord? On marche vraiment au milieu d'un ravin, sur une corde, et chaque mauvais faux pas peut entraîner directement quelque chose de catastrophique. Donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est que le fil tient, et qu'on avance, on est à plus de la moitié du passage, donc pour moi, c'est plutôt positif. Par contre, c'est cette notion ici d'appel qui est en train d'être effectuée, c'est pas pour ici essayer d'enfoncer beaucoup plus le marché immobilier, non, c'est plutôt pour essayer de renforcer cette partie-là. Parce que on a justement ces contrats, donc qui est l'économie de la partie action, qui nous a fait une folie, On a retracé 80% de la baisse en même pas 6 mois, et là on est en train de retravailler à la baisse, mais on voit qu'on a toujours des réaccélérations haussières, parce qu'on a quelque chose qui est plutôt positif sur l'économie américaine, et donc on essaie d'anticiper justement la mise en place d'un pivot de la Fed, et on voit que dès qu'on a des petites indications, on va repartir légèrement à la hausse. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir avoir une continuité de la baisse, et avoir un retracement qui serait sain, et c'est en tout cas ma vision, mon idée, et ma représentation des discours et des politiques qui sont en train d'être effectuées. Et justement, c'est exactement ce qui est en train d'être poussé, et donc là on va se diriger vers la notion d'institutionnel, cette notion de market maker, c'est que là, actuellement, c'est aussi la communication qui a eu. N'oubliez pas la communication du JP Morgan qu'on a eu ici. Il n'y aura pas de récession 2023. On est dans quelque chose qui est plutôt positif. Ici, c'était la communication de JP Morgan disant « Vous inquiétez pas, tout va bien se passer, on va avoir le plus bas qui va se former et on va casser. On est juste au début, ne vous inquiétez pas, on va encore plus souffrir. » On avait une communication qui nous disait que globalement on allait s'enfoncer beaucoup plus bas. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu le rebond effectif. D'accord. Donc encore une fois, n'oubliez pas, les communications comme ça sont faites pour déstabiliser. Et c'est là où il faut caractériser deux choses. C'est la notion de market maker et la notion réellement
d'institutionnel. Alors, JP Morgan est un market maker et un institutionnel. BlackRock est un institutionnel et un market maker, d'accord? C'est pour ça aussi que des fois on fait l'amalgame. Mais la notion de market maker, c'est quoi? Ce sont des personnes qui sont là principalement pour acheter et vendre, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que si jamais le marché s'effondre, ce sont des personnes, lorsque vous désirez, par exemple, donc vendre votre stock, il faut qu'il y ait quelqu'un pour acheter, c'est eux qui achèteront, quoi qu'il arrive. C'est la notion du market making. C'est ce qui fait que, justement, quand on a un crash, quand on a un mouvement qui est violent, on n'arrive pas sur quelque chose qui va accélérer très fortement ou qui va passer dans l'autre sens. D'accord? Parce que c'est le principe des contrats. S'il n'y a pas de contrat sur chaque partie de prix, bah à ce moment-là, on va sauter entièrement des bandes de prix et on va avoir des gaps structurels qui vont se faire et des gaps qui peuvent être très très importants. Et plus on a des market makers, plus on a un marché qui est liquide. C'est cette notion de liquidité qui est proche aux market makers. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont payées pour prêter de la liquidité à un marché, c'est-à-dire détenir des actions pour pouvoir en acheter et en vendre. Et là-dessus, ils ne perdent pas d'argent, c'est-à-dire que même si le marché s'effondre, ils ne perdront pas d'argent parce qu'ils ont toujours ce qu'on appelle une position neutre, une position inverse pour contrer le centre du marché, et donc ils ont toujours ce qu'on appelle un delta neutre, et donc cette position neutre qui fait qu'ils peuvent s'exposer dans un sens ou dans l'autre, et justement ne pas perdre d'argent. Ils sont rémunérés à la liquidité qu'ils apportent et au volume de transactions qu'ils effectuent, d'accord? Ils n'ont pas si le cours monte ou si le cours descend. Eux, ils s'en fichent absolument. Par contre, ce qui est important, c'est que plus on va avoir un besoin de liquidité, donc sous-entendu de la volatilité, plus ça va être important. Pour eux, c'est vraiment la notion d'écrasement de volatilité qui est le moins rentable pour eux, parce qu'il y a moins de transactions, donc il y a moins de volume, et donc ils sont payés bien moins. Et là-dessus, c'est venu beaucoup, c'est cette idée de manipulation très forte, par justement le Forex, avec notamment toute la typologie de réflexion de Wyckoff, qui est la notion de Composite Man. Cette notion de Composite Man est une notion de manipulation du cours, c'est-à-dire que quand on a un cours qui va justement arriver dans un extrême, on va voir ce typologie de cas dans lequel on va avoir ici une rupture, un retest et une cassure. Ça, c'est ce qu'on appelle une distribution de Wyckoff, pour faire un reversal. Et en fait, cette partie-là a été considérée comme une phase de manipulation. Une manipulation qu'on dit généralement par des market makers, parce que dans le Forex, historiquement, on rappelle que c'est un transfert de change, d'accord? Le Forex est un transfert de change. Donc, si j'arrive pas, j'ai par exemple des milliards, ce qui est le cas de BlackRock, de l'eau à faire passer, bah, si je veux avoir un prix qui est à peu près constant et sans influencer fortement le marché, je vais devoir diluer mes lots de cette façon-là, et forcément pour diluer mes lots, il faut que je crée des incentives, c'est-à-dire que si je veux par exemple vendre, il faut que j'ai quelqu'un pour acheter. C'est très fort, hein, je veux dire, si j'ai personne pour acheter, bon bah en l'occurrence, étant donné que je fais partie des plus gros market makers, je vais pas m'acheter à moi-même. Donc à un moment donné, il faut que j'ai de l'incentive pour pouvoir le faire. Et donc, ça veut dire que je vais faire une manipulation du prix pour avoir un taux de change qui va être à peu près équivalent, qui va être sur le milieu, pour ensuite entraîner potentiellement un mouvement baissier ou un mouvement haussier. Peu importe si c'est une réaccumulation ou une distribution effective de Wyckoff. Et derrière, il y a d'autres éléments qui rentrent en compte, on a la notion d'institutionnel. Et là, BlackRock, par exemple, et JP Morgan, sont aussi des institutionnels. D'accord? Ils sont market makers, mais aussi institutionnels. À travers, ils placent des fonds. Et la notion de market maker qui manipule, là-dessus, l'amalgame se fait souvent parce que les deux sont équivalents et que on sait déjà qu'ils se sont fait choper les deux pour faire un mix des deux, sous-entendu une manipulation de marché, pour pouvoir en profiter derrière dans leur partie institutionnelle. Et c'est là où il faut faire très attention quand on a ce type de nouvelles, comme je vous ai expliqué avec JP Morgan qui nous dit « vous inquiétez pas, tout va bien se passer ici », d'accord, quand on était dans ce top-là, hein, d'accord, on était vraiment dans cette zone ici, hein, tout va bien se passer, on voit quoi? Ben, on voit une très belle distribution de Wyckoff qui est en train de se mettre en place pour casser baissier, d'accord? Donc là, on est vraiment dans « je suis en train de prendre mes profits, s'il vous plaît, achetez mes actions de façon à ce que je prenne mes profits tranquillement ». Donc là-dessus, on fait toujours très attention. Et la question qu'on va se poser, et en fait, le problème, c'est que on a souvent sur Twitter et sur les réseaux sociaux des formes de catégorisation qui sont très vite faites, dans le sens où on va dire, ok, bah, les market makers ont besoin d'acheter plus bas, les institutionnels ont besoin d'acheter beaucoup plus bas, et donc à ce moment-là, ça sous-entend que c'est eux qui sont en train d'entraîner le prix au plus bas. Donc j'ai commencé à défendre ça un petit peu dans les quotidiennes, en vous expliquant que ça ne va pas être le cas, en tout cas c'est pas ma vision, ce n'est pas BlackRock qui a fait cette chute réelle ici, d'accord, ce n'est pas du tout ça. Là c'est une prise de profit massive avec une liquidation forcée, d'accord, dans une zone de non-intérêt du prix, donc ça je vais développer par la suite, gardez-le en tête, mais pour moi il faut comprendre que BlackRock, lui, il s'en fiche, clairement, ils ne vont pas acheter des BTC.
l'ETF en lui-même, c'est un outil financier dans lequel ils sont rémunérés par le volume du BTC. Donc pour eux, il faut qu'il y ait un BTC qui pousse, il faut qu'il y ait un BTC qui donne envie à des institutionnels de rentrer dessus, il faut qu'il y ait du volume pour que ce soit intéressant pour eux. Ils sont payés au rendement, ils sont payés entre 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, peut-être 1% du volume effectif à l'année. Donc plus il y a de monde sur cet ETF, plus c'est intéressant. Pour qu'il y ait du monde, il faut pas que le prix soit bas, il faut que le prix soit en train de pousser à la hausse. Et ça, c'est très important de le retenir. C'est que pour moi, l'ETF n'a pas entraîné cette chute, et ce n'est pas... BlackRock n'a pas intérêt à acheter plus bas. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce que BlackRock achète au prix le plus bas déjà existant. Pour rappel, ils investissent où ? Ils investissent dans, justement, les mineurs. Ils investissent dans les mineurs actuellement, qui produisent des BTC au prix le plus intéressant du marché, qui seront beaucoup plus intéressants que le cours qu'on retrouve actuellement, ou même que le cours qu'on retrouve ici, d'accord ? C'est des prix qui sont imbattables à l'heure actuelle, qu'on ne retrouve pas sur le marché, et que de base, s'ils achètent sur le marché, ce ne sera pas sur le marché du BTC classique, ce sera en OTC, donc c'est-à-dire en dehors du marché classique, sur des opérations qui vont être de rachat effectif, par exemple sur des liquidations, sur des points comme ça, mais ce ne sera jamais dans des zones-là. Et est-ce qu'ils sont exposés au BTC ? Bah déjà, malheureusement, on n'aura pas une vision de l'exposition qu'ils ont, mais cette exposition, ils l'ont construite à travers des actions liées sur les mineurs, donc sur le prix le plus bas effectif, et que oui, potentiellement, des institutionnels, donc je retire cette notion de BlackRock, je diminue un petit peu de niveau d'institutionnel, parce qu'il y a plusieurs niveaux d'institutionnel, il y a l'institutionnel basique, et le très très gros institutionnel, d'accord ? On est vraiment dans différents niveaux, et ces niveaux-là ne travaillent pas ensemble, d'accord ? Loin de là, ils se cannibalisent. D'accord ? Parce que forcément, quand on veut passer des milliards et des milliards d'ordres, ça va être sur du retail qu'on va essayer d'avoir. Ça va être sur du petit institutionnel, du moyen institutionnel, dans lequel on a besoin d'avoir de la liquidité pour pouvoir se faire. Et là, en fait, il faut comprendre, c'est que les petits institutionnels sont rentrés ici, ont pris du profit ici. Et là, justement, petit et moyen, d'accord ? Petit et moyen, sur des zones de latéralisation, sur des zones d'accumulation, sur des zones de manipulation. On est vraiment dans ces zones-là. Et donc, ici, on est sur de la prise de profit effectif. Et là, on le voit bien ici, je vous l'ai présenté dans la quotidienne en général, c'est qu'on a un open interest qui est revenu au niveau de janvier 2023. On est sur un désintérêt du cours, parce que maintenant les liquidités sont sorties, il n'y a plus personne qui est présent. Et quand on voit ici ces genres de petites bougies là, cet écrasement, on le voit mieux là, c'est cette bougie qu'on a clôturée vendredi réelle, là, bon, bah, on voit qu'il y a personne. On voit qu'on est retombé sur un volume très faible. Ici, on est sur l'index de la volatilité du BTC. Donc quand je vois ça, je suis désolé, je suis en train de me dire que on a eu, oui, une réaction, mais on a ravalé entièrement cette réaction. Donc on a eu une accélération haussière de volatilité, mouvement baissier donc de 10%, qu'est-ce qui se passe après ? Écrasement du prix, où on a eu peut-être même pas 0,5% dans la semaine de volatilité, ce qui est excessivement faible. Chose qui d'ailleurs ne ressemble pas à ce qu'on voit habituellement, dans lequel on a quand même un retour de volatilité très fort. Donc pour moi, je pense qu'on va avoir encore un calme plat, parce que on attend, principalement, donc je parle on, c'est dans général la crypto en général, on attend ici l'arrivée des liquidités, qui sont caractérisées par les ETF, mais pas que. Pour moi, c'est un intérêt de l'intérêt du BTC. Est-ce qu'on peut avoir un intérêt du BTC tant qu'on a des bounds qui sont à 5-6%? À quel moment je vais aller prendre un risque sur un actif qui est à la base hautement volatile et qui est hautement risqué pour avoir un rendement qui peut-être être inférieur à justement des bounds, donc c'est-à-dire des bons au trésor avec l'augmentation effective peut-être des taux de la Fed? Aucunement, je vais devoir attendre un transit de la liquidité. Ce transit de la liquidité va se voir par ça, d'accord? Donc il y a la totalité des stablecoins, donc qui représentent la liquidité, et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a déjà un petit shift. On voit qu'on a une grosse décélération, on voit légèrement ici qu'on est en train de se stabiliser, et on le voit beaucoup plus au niveau du RSI, où on voit qu'on est vraiment en survente, donc on est dans la phase de diminution, et on voit qu'on commence à avoir un petit rebond, donc à avoir une petite divergence réelle, donc d'accélération. Donc là, on a un signal pour moi de dire que potentiellement, on va avoir une zone léthargique, dans lequel on risque d'avoir une accumulation, on risque d'avoir un retour des liquidités, donc avec une liquidité qui va se stabiliser, et dans lequel on va avoir un RSI qui va pousser à la hausse, et là on aura potentiellement un signal après d'accélération haussière. Et pour moi, c'est plus l'idée générale qu'il faut avoir. Il faut comprendre que ici, les institutionnels ne vont pas passer par votre marché. Ce ne sont pas les institutionnels qui vont entraîner la chute des prix. Le prix le plus bas qui existe, en fait, actuellement, c'est le prix de production. Et le prix de production, ils sont déjà exposés à ça.
Donc il n'y a aucun intérêt à aller chercher le prix plus bas. Le seul intérêt qu'il y a à aller chercher le prix plus bas, par contre, c'est de donner envie à d'autres personnes d'acheter. Clairement, ici, on sait que dans la zone 25-35, enfin 25-30, il n'y a personne qui a envie d'acheter, parce que il n'y a pas, en tout cas, une communication autour du BTC pour attirer de nouveaux investisseurs, et que ceux qui sont déjà présents sont déjà des holders long terme. Je veux dire, là-dessus, quand je le lis et je vois beaucoup de personnes qui disent, il n'y a pas eu assez de sang, je veux dire, on est encore trop nombreux à holder. Mais je suis désolé, on n'est pas trop nombreux. Quand je vois la liquidité, hop, ici, on refait là, la liquidité qui est présente. Non, clairement, il n'y a pas grand monde qui est là. Oui, il y a plus de monde que le cycle précédent. Mais en même temps, c'est pas le cycle précédent, il y avait plus de monde que le cycle d'avant. Et ainsi de suite. C'est le principe de la vague. On monte petit à petit au niveau des holders. Et ce qui est normal, mais clairement, quand on regarde ceux qui sont restés, ceux qu'on peut faire sortir, oui, c'est ceux qui ont acheté clairement dans les niveaux des 15 000. D'accord? Qui ont acheté durant toute cette poussée-là. Mais clairement, là-dessus, le volume effectif, c'est fait là, c'est pas forcément fait là. Il y a assez peu de personnes qui ont acheté là, donc oui, on peut aller avoir une dernière jambe baissière pour aller chercher ces holders-là dans les 20 000, qui est un peu l'idée, pour donner un prix d'intérêt, donc retourner dans les 20 000 pour redonner de la liquidité, et ensuite accélérer. Mais dans tous les cas, il faut attendre quoi? Il faut attendre 1, le passage du halving, il faut attendre 2, la mise en place du nouveau cycle, et ça c'est la vidéo de demain, où je vous explique justement pour moi mes dates de début de bullrun, mes dates de fin de bullrun, à quel moment je vais prendre mes profits, et comment je statue ça actuellement, et ça c'est la vidéo de demain. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de me laisser un petit like, un gros commentaire, ça me fait toujours très plaisir, et c'est avec plaisir que je vous y réponds, donc si jamais vous avez des questions n'hésitez pas, et on se retrouve demain 8h30 donc pour une vidéo particulière, encore une fois, autour du bullrun, autour de cette compréhension générale des cycles du BTC qui est très important à maîtriser, surtout dans cette période d'incertitude et de léthargie qui risque malheureusement de durer encore un petit peu.